En décembre 2019, un étrange virus est détecté en Chine. En quelques semaines, le Covid se répand à travers le monde et cause de nombreux morts. Restrictions, masques, confinement, partout, la pandémie bouleverse nos vies et soulève énormément de questions. Aujourd'hui, que sait-on de cette maladie et qu'en reste-t-il ? Je suis Charlotte Baris et vous écoutez Le Covid 5 ans après, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 1, Wuhan, le pangolin et le laboratoire. Pour cette série, nous allons nous plonger dans les archives de La Loupe. J'ai donc à côté de moi, pour ces 4 podcasts, un grand dossier avec des sons prêts à être diffusés. Nous avons notamment préparé des extraits des nombreux épisodes consacrés au Covid, plus de 30 durant les premiers mois de la pandémie. Il y aura aussi des reportages, des témoignages, des avis d'experts diffusés dans les médias français. De leur côté, les journalistes du service Sciences et Santé de l'Express ont rappelé leurs contacts 5 ans après leurs premiers articles sur ce virus pour faire le point. Car durant ces mois de distanciation sociale, de confinement, de masques et de vaccins, nous avions encore beaucoup de questions restées sans réponse. Et la première, c'est évidemment celle de l'origine du virus. Que sait-on aujourd'hui sur l'émergence de l'épidémie de Covid-19 ? La réponse dans cet épisode. L'archive que j'ai préparée pour ce podcast, elle était très facile à retrouver. Elle date de la toute première semaine de La Loupe. C'est le 3e épisode, celui du mercredi 16 juin 2021. Une des seules certitudes dans le magma de mystère qu'il y a autour de l'origine de la pandémie, le vrai coupable court toujours. La voix que vous entendez, c'est celle de Yoann Blavinia, rédacteur en chef du site de l'Express, et il est de retour en studio aujourd'hui. Bonjour Yoann. Bonjour Charlotte. Yoann, on le rappelle, l'épidémie de Covid-19, elle est partie de la ville de Wuhan, au centre de la Chine, et plus particulièrement de son marché aux animaux. Plus de 600 étals, 10 000 visiteurs par jour, côtoyant des animaux vivants sauvages issus de commerces illégaux. Selon les autorités chinoises, les premiers cas sont liés à ce marché. C'est pour cela que dès le départ, pour beaucoup, il est évident que c'est ici que le virus se serait transmis pour la première fois d'un animal à un humain. En effet, la zoonose, c'est la théorie numéro 1 qui a été avancée dès le mois de février 2020, en fait, quelques mois après la découverte du Covid. Tout simplement parce que ils sont basés sur le premier SARS, qui était aussi une zoonose. Donc c'était l'hypothèse qui était la plus logique, en fait. Donc dès le début, c'était ça. On le rappelle, une zoonose, c'est une transmission qui se fait entre l'homme et l'animal, et entre l'animal et l'homme, inversement. C'est vraiment la première théorie. Et voilà ce que tu nous disais au début de la pandémie. Il y a plusieurs suspects qui ont été mis sur le devant de la scène. Il y a eu les visons, notamment. Il y a des élevages en Chine. Il y a eu le chien vivrin aussi. Ces 2 animaux qui ont un système respiratoire qui est très proche de celui de l'être humain. Mais en tout cas, voilà, il n'y a toujours pas d'animal intermédiaire qui a été identifié. La zoonose, aujourd'hui, c'est toujours une des pistes privilégiées. Les chercheurs dans le monde entier, la majorité en tout cas, penchent pour une zoonose, toujours. Mais je vais te décevoir, Charlotte. Ah oui ? Parce que l'animal intermédiaire n'a toujours pas été identifié 5 ans après l'apparition du Covid. En revanche, quand même, on en sait un peu plus sur plusieurs éléments. Alors, tu nous parlais à l'époque de visons, de chiens vivrins. Est-ce qu'ils sont toujours suspectés aujourd'hui ? Alors, les visons, ils sont un peu écartés aujourd'hui. On sait qu'ils peuvent attraper le Covid parce qu'il y a eu des élevages de visons qui ont été décimés, notamment en Europe, au Danemark, mais ils l'ont toujours été par l'homme et pas l'inverse. Donc, ils sont un peu mis de côté dans la liste des suspects. En revanche, il y a une étude internationale qui a été publiée récemment, en septembre, dans la revue Cell, et qui prouve, grâce à l'analyse de différentes données, de différents échantillons, que des chiens vivrins et des civettes étaient bien vendus sur le marché de Wuhan fin 2019. Alors ça, c'est important, parce que c'est une pièce qui n'était pas présente dans le rapport de l'OMS de 2021. On savait qu'il y avait des animaux sauvages qui étaient vendus sur ce marché-là, mais on ne savait pas exactement lesquels étaient présents fin 2019. C'est un stand particulier dans le sud-ouest du marché qui a attiré l'attention des chercheurs, notamment parce qu'on y trouve des traces d'espèces sauvages et aussi des traces du SARS-CoV-2. Ça prouve qu'ils étaient là à l'époque. Ça compte notamment parce que depuis l'épidémie de SRAS en 2000, la première, les chiens vivrins et les civettes posaient un risque pour la transmission des coronavirus aux humains. On sait que les civettes palmées, notamment, étaient à l'origine du premier SARS. Et est-ce qu'on en sait aussi plus sur leur provenance ? Alors oui, on en sait un peu plus, parce que selon l'analyse des génomes qui a été faite sur ces chiens vivrins, c'est une sorte de carte génétique qui a été retracée, les chercheurs sont parvenus à montrer que ceux-ci étaient probablement issus d'une sous-espèce qui est présente dans le centre et dans le sud de la Chine. Et ça, c'est important, parce que les virus les plus proches du SARS-CoV-2,
que l'on connaisse et qui ont été identifiés en tout cas. Ils l'ont été chez les chauves-souris fer à cheval. Où ça ? Dans le sud de la Chine. Mais ça pose un autre problème parce que c'est à 2000 km de Wuhan. Donc ça renforce l'hypothèse d'une infection d'une civette ou d'un chien vivrin par une chauve-souris dans un élevage du sud de la Chine à un moment donné, avant que cet animal ne soit transféré au marché pour être vendu. Et là, une fois qu'il est vendu sur le marché, après, il aurait infecté des vendeurs, des acheteurs, l'épidémie démarre, et là, on ne peut plus l'arrêter. Mais c'est qu'une possibilité parmi tant d'autres. Ces animaux, tu as dit qu'ils étaient suspects, mais donc ils ne sont pas coupables. C'est ça. En fait, les nouveaux éléments, ils ne prouvent pas que ces animaux ils aient été infectés avant leur arrivée sur le marché. Ni s'ils ont contaminé l'homme, ou au contraire, s'ils ont été contaminés par l'homme, en fait. La trace du virus, elle a été trouvée sur une cage. Donc, on peut très bien imaginer un éleveur qui aurait toussé sur cette cage et qui aurait, par les postillons, en fait, déposé du virus à cet endroit-là. D'autant que les prélèvements environnementaux, ils ont été réalisés, en fait, au tout début de l'année 2020, à une époque où le virus circulait déjà massivement sur le marché de Wuhan et même dans la ville. Donc, en fait, c'est pas vraiment étonnant qu'on trouve des traces de ce virus-là sur le marché, à cet endroit-là. Par ailleurs, à notre connaissance, aucun prélèvement n'a été réalisé directement sur les animaux présents sur le marché. Donc en fait, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, ces animaux qui étaient présents. Ils ont été enlevés au moment des premiers prélèvements, ils étaient déjà plus sur le marché. Et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus par la suite. Est-ce qu'il y a en revanche des éléments qui nuancent la responsabilité de ces animaux ? Ce qui pose un peu problème pour certains chercheurs, c'est que pour eux, on devrait avoir beaucoup de fragments du génome du SARS-CoV-2 dans les échantillons qu'on a trouvés chez ces espèces, et très peu chez d'autres animaux également présents sur le marché. Or, ce n'est pas le cas là, de ce qu'on voit dans les analyses. De la même manière, compte tenu de la contagiosité du virus, on devrait avoir des traces de la circulation de ce pathogène-là dans un réservoir animal. Dans des élevages, par exemple, c'est très étrange, selon beaucoup de chercheurs quand même, qu'on n'ait pas trouvé de réservoir. Autre animal suspecté à l'époque, Yoann, tu l'as dit, c'est la chauve-souris. Alors ouais, dans ce magma de mystère, en fait, il y a quand même une certitude, c'est que les coronavirus les plus proches du SARS-CoV-2, ils ont été trouvés dans la nature, chez des chauves-souris, notamment rhinolophes ou fer à cheval. Le dernier en date qui a été trouvé, il s'appelle Banal, et Cocorico, c'est par une équipe française de l'Institut Pasteur. Il a été trouvé dans le nord du Laos, en fait, dans une espèce de relief géologique qui ressemble à s'y méprendre au sud de la Chine, parce que aucune équipe internationale n'a le droit de faire des recherches en Chine actuellement. Il présente une identité de 97% avec le SARS-CoV-2. Alors, on pourrait se dire que c'est beaucoup, mais en fait, c'est largement insuffisant pour dire que c'est son progéniteur direct. Il est au mieux un lointain cousin, parce qu'il faut se rendre compte, 3% d'écart, c'est des milliers de mutations. Autre indice, il a un tropisme digestif, donc, et non respiratoire comme le SARS-CoV-2. Et il ne dispose pas d'un élément clé que possède le Covid-19 et qui est au cœur de toutes les investigations et de toutes les interrogations, c'est le fameux site de clivage par la furine. Donc là, je pense que c'est peut-être le bon moment pour définir ce que c'est un site de clivage par la furine. Tu as raison, j'ouvre notre armoire où on range tous les termes qui pourraient nous être utiles et je t'écoute. Alors, un site de clivage par la furine, en fait, pour faire simple, c'est une séquence du génome du virus qui lui donne sa capacité à infecter les cellules humaines. En fait, c'est un peu comme si un cambrioleur avait la clé d'un appartement. Dans le cas du Covid, ce site furine, il va couper en deux, en fait, ce qu'on appelle la protéine spike et va lui permettre de détecter, avant même d'infecter les cellules humaines, qu'il rentre dans une cellule humaine, en fait. Et donc, il est déjà préparé et il peut y rentrer et se multiplier plus facilement. On garde ça en tête. Et donc, quel est son rôle ici ? Alors déjà, il faut rappeler que le site de clivage par la furine, c'est pas inédit dans l'histoire des virus, et même des coronavirus. Il y en a chez le MERS, par exemple. En revanche, c'est le seul coronavirus de type SARS qu'on connaisse qui en possède un. Et donc, ça, c'est intéressant parce qu'ils se demandent comment ça se fait, déjà, les chercheurs, qu'on ait un site furine là-dessus. D'autant que les équipes de Pasteur, par exemple, qui ont trouvé Banal, parce que Banal n'en possède pas, à aucun moment, le site furine n'apparaît. Et à aucun moment, le virus, d'ailleurs, ne devient un virus respiratoire. En fait, l'ancêtre du SARS-CoV-2, il proviendrait d'une chauve-souris, ça on en est quasiment sûr. Mais il manque l'animal intermédiaire. Il y a forcément eu un animal intermédiaire entre la chauve-souris et l'homme. Et à quel moment apparaît ce site furine ? Chez quelle espèce ? Ça, c'est pareil, on ne le sait pas. Les chiens vivrins, les chauves-souris, chers auditeurs, vous attendez certainement qu'on parle d'un autre animal désigné comme le coupable idéal au tout début de la pandémie, le pangolin.
Bon, alors j'anticipe, Charlotte. Pas la peine de ressortir l'extrait où je disais qu'on pouvait complètement écarter le pangolin de la liste des suspects, parce qu'aujourd'hui, on revient un peu sur cette idée. Donc finalement, le pangolin pourrait être responsable. Oui et non. En fait, le pangolin, il a été affiché très vite comme étant l'animal intermédiaire. Le pangolin, petit mammifère à écailles menacé d'extinction, pourrait être l'animal qui a transmis le nouveau coronavirus à l'homme. Des chercheurs de l'Université d'agriculture du sud de la Chine auraient identifié le pangolin comme un possible hôte intermédiaire ayant facilité la transmission du virus. Quelques semaines après le début de la pandémie, il y a eu une conférence de presse où on a affirmé ça, comme quoi selon quoi on avait trouvé un virus proche à 99% chez un pangolin. En fait, on sait aujourd'hui que c'était une fausse piste. On est allé un peu vite en besogne, et puis il a été totalement innocenté dans les semaines qui ont suivi. La réalité est sûrement un peu entre les deux, parce qu'il a pu jouer un rôle qui reste à éclaircir, car en fait on trouve des virus très proches de SARS-CoV-2 au sein de cet animal, et notamment il y a un élément qui est une protéine S qui pourrait avoir joué un rôle qu'on retrouve chez le SARS-CoV-2. Donc en fait, en gros, le pangolin n'est pas un suspect, mais il a certainement joué un rôle dans la transmission de l'épidémie à l'homme. Et c'est donc assez clair, ce sont les animaux qu'on pointe du doigt au marché de Wuhan. Oui, mais attention, on est seulement sûr que le marché a été le lieu d'amplification de l'épidémie, pas nécessairement son lieu d'émergence. En gros, on sait qu'il a joué le rôle de cluster, en gros, c'est un mot qu'on connaît maintenant. En revanche, on ne peut pas dire que l'épidémie est née sur le marché. Il y a eu des transmissions qui s'y sont opérées entre humains, mais on sait qu'il y avait aussi des lieux clos dans ce marché. Il y avait des salles de jeux de mahjong, il y avait les toilettes, il y avait les cantines. Il y avait énormément de gens qui circulaient fin 2019. Donc voilà, ça peut être aussi une infection directement depuis un humain et pas forcément depuis un animal. Les animaux ont très bien pu être infectés par un humain, c'est ça que je veux dire. Quand on dézoome un peu, le marché de Wuhan, il est en plein cœur de la ville. C'est une mégalopole qui est grande comme l'Île-de-France. Donc on se demande si l'élément déclencheur, c'est une personne infectée qui va faire ses emplettes. Là, il y a plein d'hypothèses. Pourquoi pas quelqu'un qui vit près des grottes, où résident des chauves-souris fer à cheval dans le sud de la Chine. On a un vendeur du marché qui est infecté par des animaux, mais loin de Wuhan, où on a une contamination à partir des animaux vendus sur place. Et pour ça, on n'a pas la réponse. Concernant la piste de la zoonose, j'ai préparé un autre extrait. Précédemment, ça s'est fait relativement facilement. Quand on regarde la première épidémie de SARS en 2002, il a fallu à peine quelques mois pour le trouver. C'était une civette palmiste. Et ensuite, quand on regarde le MERS, par exemple, qui a commencé à l'automne, et il a fallu juste attendre le printemps pour trouver que c'était le dromadaire. Johan, quand on écoute ce que tu nous disais en 2021, c'est donc assez inédit de ne pas connaître l'espèce réservoir dans une telle épidémie 5 ans plus tard. Oui, en fait, on pense qu'il y a encore aujourd'hui besoin d'une espèce intermédiaire entre la chauve-souris et l'homme, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Tout simplement parce qu'on n'a pas trouvé le progéniteur direct, même très très proche de SARS-CoV-2, avec un site furine, c'est important. C'est ça qui lui donne sa spécificité. Il y a des tests qui ont été réalisés, notamment lors de la mission de l'OMS en Chine en 2021. Après 2 semaines de quarantaine, l'équipe de l'OMS peut enfin sortir de son hôtel et se mettre au travail. Première étape, cet hôpital de Wuhan. C'est ici que les premiers cas officiels de Covid-19 ont été admis il y a un peu plus d'1 an. Une visite est aussi prévue au marché d'animaux sauvages, premier foyer avéré de l'épidémie. Les autorités chinoises, elles, restent très discrètes. On sait que plus de 80 000 animaux ont été testés. On ne sait pas vraiment lesquels dans le détail, s'ils sont allés dans les élevages. Mais en tout cas, sur ces 80 000, on n'a pas trouvé de traces du Covid. Certains disent c'est beaucoup. Oui, 80 000, c'est beaucoup. Sauf qu'il y a des millions et des millions d'animaux d'élevage en Chine, notamment des civettes et des chiens vivants, mais pas que. On ne sait pas vraiment si les autorités chinoises ont procédé à d'autres prélèvements complémentaires. Il y a un peu un secret défense là-dessus. Pareil, les autorités chinoises n'ont pas tout dévoilé non plus dans les prélèvements qu'ils ont fait sur les humains dans les premières semaines de l'épidémie. Donc en gros, s'il y a un réservoir naturel, le problème c'est qu'il a subitement disparu. En tout cas, ça pose question le fait qu'un réservoir animal comme ça, avec un virus qui est très contagieux très rapidement, laisse aucune trace, chez aucun spécimen. C'est rare ici, mais ça interroge quand on regarde l'histoire des épidémies. Tous ces éléments poussent alors certains experts à privilégier une autre thèse, celle d'une fuite de laboratoire. On n'est pas capable de créer un virus comme ça en laboratoire. Par contre, on sait qu'il y a eu des manipulations et c'est possible qu'il y ait eu un accident. Dans cette thèse, c'est le laboratoire P4 de l'Institut de virologie de Wuhan qui est pointé du doigt. À l'époque, même les présidents américains Donald Trump puis Joe Biden demandaient une enquête sur le sujet. Whether it started off as a mistake and then they made another one or
Did somebody do something on purpose? That's a hard question for them to answer. On en est où aujourd'hui, Johan? C'est toujours une piste possible. Il y a d'ailleurs des élus du Congrès américain qui viennent tout juste là, de publier un rapport bipartisan qui assure qu'on ne peut pas fermer cette porte-là et qui défendent le fait qu'on ne peut pas dire que c'est une théorie du complot. Donc il y a plusieurs éléments en fait qui jettent le trouble sur ce fameux institut de virologie de Wuhan. D'abord, il y a la présence de ce fameux sulfurine. Je l'ai dit, il n'y a aucun coronavirus de type SARS qui n'en a un, excepté le SARS-CoV-2. Donc pour certains, ça suggère forcément qu'il y a eu une manipulation en laboratoire où on lui aurait inséré un sulfurine. Et cette théorie, elle est accentuée par ce qui s'appelle le projet DEFUSE. Et qu'est-ce que c'est ce projet? C'est des chercheurs américains qui avaient demandé en 2018, pour le compte de l'Institut de virologie de Wuhan, le financement public d'expériences visant à introduire artificiellement un sulfurine sur des coronavirus proches du SARS. Le but, en fait, c'était de ces recherches, c'est pas de créer un pathogène qui tuerait la moitié de la population. Le but, c'est de prendre les devants sur l'évolution naturelle en cherchant à se prémunir d'une future pandémie, justement. Alors, les fonds n'ont pas été attribués. Donc, il n'y a aucune preuve de détention d'un tel virus dans le laboratoire de Wuhan. Certains chercheurs disent qu'en général, on n'attend pas de recevoir les financements pour commencer les recherches. Et d'autre part, on sait aujourd'hui qu'il y a des centaines et des centaines de virus collectés dans le labo de Wuhan et seulement une poignée a été publiée. Donc il y a des surprises dans ce labo et on ne les connaît pas toutes. Est-ce que d'autres indices pointent vers la thèse du laboratoire? Alors oui, le sulfurine, toujours lui, qui a été observé chez le SARS-CoV-2, il a une affinité assez exceptionnelle avec les cellules humaines. Ce qui suggère, selon certains chercheurs, que le virus a émergé à Wuhan directement avec la capacité d'infecter massivement les humains. Il y a des coïncidences géographiques, forcément. Le fait que cette maladie ait émergé à Wuhan, c'est pas anodin, parce qu'il y a une poignée, ça se compte sur les doigts d'une main, les laboratoires dans le monde qui manipulent des coronavirus, qui font ce genre d'expérience pour les rendre plus pathogènes. C'est pas anodin que ça arrive fin 2019 à Wuhan. Il y a une concordance chronologique aussi, vu qu'il y avait des recherches à ce moment-là, dans cette ville-là, sur les coronavirus. Et puis, voilà, le fait que les chauves-souris, à l'origine de la pandémie, les chauves-souris fer à cheval, vivent à plus de 2000 km de Wuhan. Comment ce virus est arrivé là, en fait? C'est ça toute la question. Alors, il faut quand même préciser que ce ne serait pas volontaire s'il y avait une manipulation et que le virus était sorti de ce labo. C'est un accident. Par exemple, l'hypothèse, ça serait un chercheur qui est contaminé par un animal lors d'une collecte, par exemple, dans les grottes du sud de la Chine, soit un accident, c'est-à-dire de manipulation, c'est-à-dire un laborantin qui manipule un virus et qui, par mégarde, se fait infecter sans le savoir avant d'aller faire ses emplettes au marché. Ça, tu nous l'avais justement expliqué en 2021. En 2012, en avril précisément, 6 mineurs qui sont restés pendant 2 semaines dans une mine désaffectée du Mojiang, dans le Yunnan donc, et qui avait pour rôle de collecter le guano, donc les excréments de chauves-souris de la grotte. Le laboratoire de Wuhan a fait des échantillonnages dans cette grotte pendant plusieurs années. On est 5 ans après l'apparition du Covid et les deux camps s'opposent toujours. Les deux analysent les faits, parce qu'il y a certains faits qui sont quand même prouvés, mais ils les analysent de manière totalement différente. Et globalement, on manque de preuves pour avancer. Johan, pourquoi on a un tel flou sur ce sujet 5 ans plus tard? C'est surtout parce qu'il y a un blackout total de la Chine, en fait, à l'heure actuelle. C'était déjà un peu le cas lors du premier SARS en 2003, mais il y avait des différences. Ils ont laissé les équipes internationales faire des recherches. Et à l'heure actuelle, en fait, il y a beaucoup de trous dans la raquette, en fait. Or, c'est nécessaire de connaître la réponse. Ça permettrait tout simplement de prévenir les futures épidémies qui pourraient survenir. Si c'est une zoonose, ça remettrait en question toutes les interactions qu'on peut avoir aujourd'hui entre l'homme et les écosystèmes, et notamment les chauves-souris. Pareil, pourquoi pas, pour certains, ça légitimerait même les recherches qui sont faites sur les coronavirus pour prévenir justement tout ça. À l'inverse, s'il s'agit d'un accident de laboratoire, là, c'est totalement différent. Ça voudrait dire qu'il faut un moratoire, il faudrait renforcer la réglementation qui s'applique aux recherches sur les virus dangereux. En tout cas, voilà, les autorités sanitaires mondiales, l'humanité a besoin de connaître la réponse à l'origine de l'épidémie de Covid-19. C'est pas juste une enquête policière pour connaître le dénouement, ça a un enjeu global, sanitaire et salutaire pour l'humanité. Merci beaucoup, Johan. Je mets toutes ces idées de côté. Ça pourra nous resservir dans un futur épisode sur l'origine du Covid, car il reste encore beaucoup d'interrogations. Merci, à bientôt. Chers auditeurs, demain nous poursuivons notre série sur les 5 ans du Covid et on s'intéressera à ce qu'il s'est passé après Wuhan.
Comment le virus s'est-il transformé et à quoi il ressemble aujourd'hui? Quelles conséquences il a pu avoir, et notamment sur les plus jeunes? Pour ne pas rater cet épisode, pensez à vous abonner à La Loupe sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. Le Covid, 5 ans après, est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, réalisé par Jules Cros. À demain!